Alain Weinstein, bonsoir. Ma mort est-elle possible? Pouvons-nous entendre cette question? M'est-il permis de parler de ma mort? Du jour au lendemain avec Jacques Derrida qui publie Aporie chez Galilée. Jacques Derrida chez Galilée depuis le début de l'année. Un troisième est annoncé apparaître. On pourra penser que ça fait beaucoup de livres, d'autant plus que l'an dernier vous étiez venu ici parler de 2 autres livres. En fait, quand on examine ces livres d'un peu plus près, on se rend compte qu'il s'agit le plus souvent d'interventions, de conférences, participation à des colloques que vous rassemblez ensuite dans un livre. Donc des textes qui forment une liasse destinée à devenir livre. Et ça me pose à moi une question qui est celle de l'écriture. Vieille question, vous me direz, puisque l'écriture, c'est un thème que vous avez abordé dès vos tout premiers livres, à la fin des années 60, notamment dans les 2 livres sur Husserl, sans parler de ce qui allait suivre, comme Glas ou la carte postale, ou de la grammatologie, ou l'écriture et la différence. Il y a donc aujourd'hui une parole qui est recueillie et qui devient un livre. Mais bon, cette parole, évidemment, j'imagine que dans ces colloques ou les conférences que vous donnez, vous ne l'improvisez pas. Elle repose sur un travail d'écriture. Et cette question de l'écriture par rapport au livre, comment vous la posez aujourd'hui? Oui, c'est une des différences entre la parole recueillie dans ces livres et celle-ci. C'est que celle-ci est totalement improvisée et totalement exposée, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour celle qui revient à des livres. À écouter votre première question, je me sens embarrassé par la liasse dont vous parlez, qui d'un côté ressemble à, dans ce que vous dites, à un soupir devant trop de livres, et puis ensuite une admiration, des livres, trop de livres qui ne sont pas des livres finalement. Et vous avez raison, ce ne sont pas des livres. Ce sont des paroles dites dans certains espaces, à un certain moment, dans des contextes dont je parle d'ailleurs chaque fois. Vous savez, la question de l'écriture qui me poursuit depuis longtemps n'a jamais été la question d'une écriture opposable à la parole, hein, mais celle d'une parole qui est déjà une écriture. Et c'est cette question du déjà de l'écriture dans la parole qui me poursuit en effet. Dans le cas de cette liasse-là, il s'agit de discours non improvisés, mais qui furent écrits pour être dits. Et en effet, la plupart des textes que je publie, comme j'ai plutôt le goût de la parole, enfin d'une certaine parole, non pas celle de l'improvisation qui m'embarrasse maintenant, mais d'une certaine parole, quand j'écris ou quand j'aime jusqu'à un certain point écrire, c'est pour écrire, pour préparer en quelque sorte une parole vive adressée à certains dans un espace où je peux jusqu'à un certain point déterminer les destinataires de cette parole. Ça n'est jamais possible, bien sûr. C'est un autre problème. Ça n'est jamais possible de déterminer, de saturer l'espace de cette détermination. Néanmoins, qu'il s'agisse d'enseignement, qu'il s'agisse des colloques, puisque c'est
ces textes sont issus en effet de colloques, on essaie d'ajuster une parole non seulement à des destinataires, on va sans doute en parler, mais aussi à un thème proposé ou imposé ou accepté. Et dans le cas d'Apori, il s'agissait en effet d'un discours prononcé à Cerisy au cours d'une décade, dont le thème était le passage de frontières. J'ai donc privilégié la figure du passage, la figure du non-passage. L'Aporie, c'est un passage interdit ou un passage impossible, ou un espace dans lequel il n'est même pas question de passer. Et j'ai essayé de remarquer, comme je tente de le faire toujours, de remarquer dans ce discours, prononcé un jour à une date précise, le texte est daté, de mon anniversaire d'ailleurs, de remarquer la circonstance. L'Aporie est un passage, mais ce n'est pas un chemin qui ne mène nulle part, pour citer un philosophe qui vous est cher. Oui, donc Aporie désigne le non-passage, l'impossibilité de passer, pas de traverser. J'ai voulu reprendre l'antique problème de la mort, du discours sur la mort, et examiner la question qu'on peut appeler le décès, ou ce qui dans la mort a souvent été représenté comme un passage au-delà, que veut dire passer, hein, ou trépas, s'agissant de la mort. Mais comme j'ai voulu amorcer aussi un discours sur l'autobiographie dans ce moment, j'ai cru nécessaire à cette date de faire un retour sur ce qui depuis très longtemps et de façon de plus en plus marquée avait privilégié dans mon travail la figure, la logique, la nécessité de l'Aporie. Pourquoi régulièrement suis-je revenu vers l'Aporie, non pas comme une paralysie négative, mais comme l'endurance nécessaire à la décision, à la responsabilité. Et j'ai donc fait une sorte de relevé, c'est la première partie du texte de cette conférence, un relevé de nombre de contextes théoriques, problématiques, dans lesquels la figure et le mot d'Aporie s'étaient imposés à moi. Donc c'est le moment, une sorte d'anamnèse, de réflexion sur les raisons pour lesquelles cette figure de l'Aporie s'était imposée à moi. Du point de vue politique, du point de vue philosophique, du point de vue éthique et juridique. Il y a donc une part de ce discours qui consiste dans ce retour, si on peut dire, sur l'Aporie. La question du pas. Le livre s'ouvre sur si on peut dire, une scène du pas. Quelqu'un qui va d'un certain pas. Et il s'agit de jouer sur une certaine phrase que je ne peux pas reconstituer. Là, voilà, ce que je ne peux pas faire ici maintenant, c'est en improvisant, de reconstituer ce qui, justement, dans ce texte oral est assez écrit et joue sur la langue et un certain nombre d'énoncés, ou le déplacement de certains énoncés où le mot « pas », de façon assez intraduisible, s'impose à moi. Donc, après avoir évoqué le problème sans âge de ma mort, de la brièveté de la vie, il y a une sorte de leitmotiv, pourrait-on dire, qui revient régulièrement dans le sillage de la brièveté de la vie de Sénèque, c'est la vie aurait été trop courte. La vie aurait été courte, comme la vie aurait été courte. Cette plainte revient régulièrement. Et donc, dans le sillage de cette plainte, après avoir rappelé
les figures de l'aporie qui se sont imposées à moi, j'aborde donc le problème de la mort, de ma mort. Comment un discours sur ma mort est-il possible? Mais comment vous expliquez ce souci autobiographique dont vous parliez il y a un instant et qu'on trouve dans vos livres, au moins depuis Circonfession? Oserais-je dire qu'il est plus ancien que ça, parce que au fond, presque tous les textes que j'ai publiés sont autobiographiques, à supposer que ce sens soit assez clair pour qu'on puisse en parler si légèrement. Mais aussi loin qu'on monte, il y a de l'autobiographie, mais vous avez raison, la chose s'est sans doute aggravée, si on peut dire. Non pas depuis Circonfession, mais peut-être depuis Glas, ça fait déjà 20 ans, ou la carte postale. Évidemment, il ne s'agit pas simplement de confidences autobiographiques, d'exposition de la vie privée. Chaque fois, il s'agit d'autobiographie, disons, philosophique ou théorique. Le geste autobiographique qui est là, en effet, est traversé par la question qu'est-ce qu'une autobiographie, mais aussi comment distinguer entre le public et le privé. La carte postale est aussi le retentissement de cette question. Dans quelle situation est-il impossible de distinguer entre le public et le secret, et comment une autobiographie peut-elle être en même temps une philosophique, peut-elle être en même temps la loi ou l'obéissance à la loi de questions philosophiques, ou de questions sur la question philosophique. Je voudrais penser que ces textes d'allure autobiographique sont en même temps des textes théoriques ou philosophiques, et non seulement sur l'autobiographie. Mais s'agissant de aporie et de ce retour sur la loi qui régulièrement m'a imposé l'aporie, j'ai voulu marquer que nier en même temps une sorte de nécessité qui n'était pas seulement privée ou propre à moi, si on peut dire. L'autobiographie telle que vous l'entendez n'est peut-être pas si éloignée que ça de la biographie telle que l'entend Roger Laporte. C'est une écriture de la vie qui ne se contente pas de raconter, selon des modes divers de la narration, une vie qui d'autre part a lieu ou a eu lieu, mais d'écrire la vie, de faire que la forme et la structure des énoncés, des phrases, des choses écrites, des graphèmes si vous voulez, soient telles que elles constituent des expériences, justement des pas, des traversées. Donc, non pas simplement d'une vie qui, ayant lieu ailleurs et d'autre part, en vient d'être à être représentée ou réécrite. C'est pourquoi la dimension, si on peut dire, performative des énoncés est privilégiée. Ici où chaque geste autobiographique est en même temps une signature intraduisible, intelligible et pourtant liée à la langue et à telle forme rhétorique, telle sorte qu'elle ne puisse pas laisser traduire son contenu ou son sens dans une autre forme. Et c'est pourquoi il m'est difficile d'en parler, parce que les énoncés de aporie, et notamment ceux qui ouvrent le texte, sont écrits de telle sorte que, au fond, si je voulais les transposer dans d'autres phrases ou dans une autre langue, l'essentiel de ce que je voulais faire ici serait perdu. Quelques photos qu'on a pu voir dans un numéro spécial du magazine littéraire qui vous était consacré, Jacques Derrida, où on voyait votre collection de pipes, votre voiture sur le parking de la gare, et où on vous voyait vous-même assis à votre table. Oui, ça c'est l'autobiographie du photographe, ou en tout cas, cela ne s'est pas fait évidemment sans mon accord, bien que je n'ai
pas calculer grand-chose de ces photographies. L'autobiographie croisée d'un grand nombre de personnes, comme c'est toujours le cas. On signe sans jamais signer tout seul une autobiographie. Jacques Derrida, il y a comme ça un mot qui vous hante et qui va devenir un livre. Ici, le mot aporie. Dans un autre livre dont nous parlerons demain soir, c'est le mot résistance. Des mots comme ça que vous aimez. Oui, tout ça sont tous ces textes sont aussi, on peut le lire ainsi, des déclarations d'amour à tel ou tel mot. Je dis pourquoi, au moins, à partir de tel moment, je peux en venir à aimer un mot, à me mettre sous sa loi. En effet, le mot pas, revient d'une autre manière dans aporie, dans certaines phrases qui ouvrent aporie. Il s'agit d'une certaine aventure avec les mots, non pas pour en jouer ou pour les faire servir, mais d'une certaine manière pour se mettre à leur service. Et c'est pourquoi l'autobiographie est nécessaire et pourtant me gêne un peu, parce que l'autobiographie de quelqu'un qui ne veut pas oublier qu'il est libre sous la loi de la langue, de l'écriture dans une langue. Ça fait partie, alors à quelles conditions, de l'autobiographie, l'expérience poétique de la langue, puisqu'il s'agit, tout en lui rendant grâce, de lui faire faire des choses, et de lui faire faire des choses, même, qui la surprennent. Ça fait partie de la signature autobiographique. Mais les mots comme simplement des choses verbales, des mots en tant qu'ils sont traversés par une destination, même si cette destination n'est la destination qu'au nouveau amenable, inépuisable question de la route, du passage, de la traversée, de la frontière politique, nationale, frontière entre la vie et la mort, frontière entre des concepts, entre des mots, entre des champs. Donc c'est toujours la question de la frontière dans la langue. Et la langue, frontière politique. Mission à la loi des mots, et la loi est plutôt du côté maternel. Simplement donner, il est sûr qu'à partir du moment où on peut le supposer, sur une loi si impérative que même les transgressions, l'excès, les dires au père. Une langue, c'est aussi une loi du père. Donc je ne souscrirai pas sans un grand nombre de précautions à l'expression langue maternelle. Nos apories, Jacques Derrida, puis le titre du livre que vous publiez chez Galilée, un livre qui porte également, nous n'avons pas encore évoqué, aux limites de la vérité. Un sous-titre que vous-même vous jugez inquiétant. Oui. Alors vous voyez, ce sous-titre, le titre, comme très souvent dans le livre, est bref comme un point. Oui, par exemple, et le sous-titre, au contraire, s'agite dans une instabilité interminable. Alors, s'attendre aux limites de la vérité, on peut le lire ainsi, s'attendre à ce qu'il y ait des limites, il faut s'y attendre. Et la question de la vérité est posée dès le début du livre. Que peut vouloir dire pose limitée. Et j'examine cette question. Il y a confiné dans les frontières. C'est ça, en citant Diderot, Sénèque, Cicéron, etc. Vous voyez que depuis tout à l'heure je dis ce livre c'est ceci, je dirais, je tendrai une autre définition en disant que c'est un livre sur ce que veut dire s'attendre. S'attendre à quelque chose, mais ce n'est pas n'importe quel s'attendre à. S'attendre soi-même, s'attendre, mais s'attendre où? Mythe de la vérité. Mythe de la vérité.
Vous citiez Thomas, il était amené évidemment à les relations de la mort et de la culture, une tautologie. Il est intéressant de voir que les morts sont différentes dans un pays et dans un autre, à une époque ou à une autre. Ces différences culturelles ne sont pas, comment dire, survenues à une mort qui est ce qu'elle est, ou qui serait ce qu'elle est avant la mort est toujours, d'une certaine manière, culturelle. L'approche de la mort se fait toujours à travers l'expérience du langage, de la sépulture, des rites mortuaires, de la toilette des morts. Et donc, toute culture se définit d'abord par son rapport à la mort. Il n'existe pas de culture, pour se fier au sens courant de ce mot, il n'existe pas de culture qui ne comporte un ensemble de rites, de prescriptions, d'usages, de coutumes qui ont rapport à la mort. Qu'il s'agisse, encore une fois, de la médecine, qui change d'une culture à l'autre, qu'il s'agisse, et l'horizon de la médecine c'est quand même la mort, qu'il s'agisse de la sépulture, qui joue un rôle naturellement essentiel dans tout rapport à soi, la sépulture, c'est l'art, il n'y a pas de camp sans sépulture, c'est la toilette des morts, c'est le mémoire, c'est le travail du deuil, le travail du deuil et cette expression d'origine psychanalytique, le travail d'une culture à l'autre. Donc j'ai été amené à m'intéresser à quelques exemples au moins de ces anthropologies culturelles dans le monde. Et qui tous supposent connu ce qu'est la mort. Souvent, vous le remarquez, les historiens et les anthropologues les plus sérieux se prennent les pieds dans les frontières, faute de pouvoir délimiter leur champ. C'est cela. Ça, c'est une des difficultés que j'ai tenté d'approcher dans ce livre. C'est que si riche et nécessaire que soient ces anthropologies de la mort, ces anthropologies culturelles de la mort, ces histoires de la mort. Et je me suis intéressé aux travaux de Ariès, aux travaux de Vincent Thomas. Elles doivent s'installer dans une sorte de précompréhension de leur thème. Ces anthropologues savent ou croient savoir ce qu'ils disent quand ils disent mort. Ils supposent que tout le monde s'entend sur ce mot, et une fois que ça est supposé, commence le travail de repérage, voire de la mort en Occident chrétien de Thelma un chant. Ce qui est dans la critique typique, logique culturelle de la mort, ou à des discours sur la mort qui tiennent pour... Et une contre-vérité. Oui, ça c'est un exemple des graves malentendus qui peuvent être entretenus entre des historiens, des anthropologues d'un côté, et puis des philosophes ou des penseurs qui, comme Heidegger, pas seulement des philosophes, par exemple, quelqu'un croit qu'il suffit de citer Heidegger pour, visuellement, il fait un tif sur Heidegger, il parle d'une métaphysique de la mort chez Heidegger, alors que c'est un geste tout autre que fait Heidegger. Donc j'essaie d'entreprendre à nouveau frais une lecture de Heidegger, là où je crois que les historiens n'en parlent pas, ou là où ils devraient quand même s'y intéresser, c'est le cas de Ariès, ou bien en parlent un peu vite, comme c'est le cas de Thomas. Pour Heidegger, vous, le meilleur point de départ, c'est le point d'où nous pouvons partir, et toujours ici. Oui, quant à ce qu'il appelle l'analytique existentielle de la mort, il pose de façon un peu, voire peut-être le point de départ, non pas là-bas, nous devons méthodologique de Heidegger. Et naturellement, là, j'aurais du mal à le reconstituer de ses décisions méthodologiques, mais pour marquer aussi où lui-même peut-être il n'est pas présupposé. Cette émission, Jacques Derrida, je vous dis que je citais le générique de l'émission. Ma mort est-elle possible? Est-ce qu'on peut entendre telle qu'elle est? Est-ce qu'on peut Oui, comme vous l'avez vu, le motif du possible joue un dans l'analyse de Heidegger définit mort
de l'impossible. Il propose un grand nombre de distinctions qui disent la distinction entre le mourir, propre random, les bêtes par exemple selon lui, les animaux finissent mais ne meurent pas. Donc sa question c'est que veut dire proprement mourir, eigentlich, sterben. Donc une distinction entre mourir et finir, et puis entre mourir et décéder, ableben. Alors naturellement, tous les vivants sont finis et donc en finissent. Un des sous-titres de ce livre s'appelle Fini, Finis, où on peut jouer sur le finis comme frontière, finissent comme le mot fini comme ordre fini, finissant, etc. Donc tous les vivants finis en finissent, c'est-à-dire crèvent en quelque sorte, pas les bêtes et les hommes, mais seul le Dasein, l'homme en tant que Dasein, a une mort proprement dite. Et quand je dis ma mort, moi en tant que Dasein humain, je dois essayer de penser ce qu'est cette mort-là, proprement dite. Et puis il y a le décès, ableben, qui lui est culturel, c'est-à-dire que ne peuvent décéder que des mortels capables de mourir et non pas seulement de crever. Et le décès, là encore, le pas du passage au-delà, ou du départ, le départ, le décès est un événement, disons, culturel qui suppose le mourir. Alors voilà trois distinctions sans lesquelles toute l'analytique existentielle de Heidegger s'effondrerait d'une certaine manière. Moi je crois que les anthropologues ou les historiens de la mort auraient intérêt à s'expliquer avec ces distinctions, même si au bout du compte, comme j'essaie de le montrer, ces distinctions peuvent devenir problématiques. Alors à partir de là, que peut vouloir dire ma mort? Qu'est-ce que je dis quand je parle de ma mort? En principe, je ne peux pas, c'est ça l'impossible, je ne peux pas faire l'expérience de ma mort. Et d'une certaine manière, c'est ce que suggère Heidegger quand il dit la possibilité de l'impossible. Ma mort, c'est ce qui ne peut pas m'arriver, en tout cas, ce qui, quand cela arriverait, ne m'arrivera pas à moi vivant. Ça, c'est une vieille aporie de la philosophie. Même une épreuve comme celle de l'écorché dont parle Bataille. Là, il s'agit de savoir si c'est ma mort ou la mort de l'autre. Une des grandes questions auxquelles on doit consacrer l'épreuve philosophique, c'est de savoir si le sens du mourir, du proprement mourir, se rapporte en premier lieu à ma propre mort ou à la mort de l'autre. C'est à partir de la mort de l'autre que j'en viens à approcher ce sens de la mort. Alors là, il y a un grand débat, de grandes oppositions. Pour Lévinas, par exemple, c'est à partir de la mort de l'autre que je fais l'expérience de la mort. Heidegger parle de ma mort. Personne ne peut mourir à ma place. Et j'essaie, là, je ne dirais pas d'arbitrer, mais de frayer un chemin entre ces deux ou trois grandes possibilités que sont celles du ma propre mort, Heidegger, la mort de l'autre, Lévinas, ou Freud encore qui dit que finalement j'ai déjà mes rapports, que l'inconscient ignore la mort. Alors j'essaie de frayer une voie en parlant de deuil originaire, du rapport à moi-même dans l'expérience d'un deuil, d'une mort de l'autre que je porte en moi et sans laquelle mon rapport à moi-même ne pourrait même pas s'instituer. De telle sorte que là, que ma propre mort suppose le deuil de l'autre mort en moi, avant même toute rencontre de la mort de tel ou tel autre, de telle ou telle mort. Alors il faudrait naturellement déplier cette expression, cette expérience du deuil originaire.